C'est vraiment important de se voir à l'écran. Est-ce que je vois des Noirs à la télé? Est-ce que je vois des gens qui font des fautes en français? Netflix, OCS, ce sont des abonnements. Si tu es issu d'un milieu populaire, un abonnement de 10 €, pour certaines familles, c'est beaucoup. Alors, je suis Aurélie Motte, j'ai 39 ans, je suis originaire du nord de la France, près de Lille, et je vis depuis 15 ans sur Paris. Je suis venue pour mes études et je suis restée pour le travail. Voilà. Moi, c'est Emily Rock King. J'ai 34 ans. Je suis d'origine anglaise, pas loin d'Oxford. Et là, ça fait depuis 2012 que je suis à Paris, pareil comme toi, pour le travail et aussi pour l'amour. Ok, super. Moi, c'est Edouard Boucher, mais en français, c'est Boucher. Donc, j'ai un nom français, en fait. Je viens de la Jamaïque et je suis arrivé en France en 2002 et je suis arrivé à Lille, en fait. C'était dans le nord de la France. Je suis passé 3 ans en tant qu'assistant de langue anglais. D'accord. Et maintenant, je suis à Paris depuis 2008. Ok. Pour moi, c'est quand on se voit à l'écran ou dans les médias, dans les magazines, les actualités, et que ça représente fidèlement la vraie société, et qu'on peut se projeter surtout quand on parle de la jeunesse. Si on voit quelqu'un qui nous ressemble, que ça soit sur une couverture de magazine ou dans un dessin animé ou une série, ça change tout, surtout à un âge où tout est flou et on cherche à se construire. Et dans l'autre sens, si on se voit pas, il y a un sous-entendu que tu n'existes pas dans la société. Quand on t'écoute pas, que tu n'es pas important, que tu n'es pas considéré comme la moyenne, enfin, comme quelqu'un de normal. Je pense que c'est important ce que tu as dit, en fait. C'est vraiment important de se voir à l'écran. Et moi, je parle peut-être parce que je viens d'une minorité que c'est encore plus important, en fait. Et est-ce que je vois des Noirs à la télé? Est-ce que je vois des gens qui font des fautes en français, par exemple? Et c'est vrai qu'on ne voit pas assez, en fait, et surtout chez les jeunes. C'est important, en fait. C'est important pour se booster au niveau de notre confiance, notre amour-propre, etc. Donc, c'est très important ce que tu as dit, je trouve. Oui, pour moi, la représentation, c'est vraiment un enjeu politique parce que dès lors qu'on se voit pas, surtout quand on est jeune et qu'on a vraiment besoin d'avoir ce sentiment d'appartenance à un groupe, qu'on a besoin de s'identifier à nos pairs, aux personnes qui nous ressemblent, si on se voit pas, ben effectivement, ça crée de la mésestime, un manque de confiance en soi, ça empêche de se projeter dans certains endroits, d'avoir des rêves, ça crée de l'autocensure et c'est vrai que moi, en tant que jeune femme métisse euh, qui ait grandi en France, très rapidement, je me suis tournée vers les pays anglo-saxons parce que je me trouvais pas représentée dans les industries culturelles et médias françaises. Il n'y avait pas de Noirs. Et quand il y avait des Noirs, c'était souvent des représentations stéréotypées. La mama courageuse qui va être femme de ménage. Ma mère n'était pas femme de ménage. Donc, en fait, ces histoires ne résonnaient pas avec ma réalité. Et les rêves que j'avais, je ne voyais pas de femme noire exercer les métiers auxquels j'aspirais. Donc, moi, je me suis beaucoup autocensurée quand j'étais jeune, quoi. Ah ouais. Mais Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui t'a fait Pourquoi tu t'es posé la question? En fait, non, je pourrais, même si je vois pas quelqu'un comme moi dans les médias. j'ai pas envie d'être déterminée par ma couleur de peau et parce que la société me ferme des portes. Et donc, si je rentre pas par la porte d'entrée, je passerai par la cheminée ou par la fenêtre. Mais Quand je suis arrivé en France, mon premier colocataire, en fait, il venait de l'Afrique, justement. Et je trouvais qu'il était très fâché avec la société. Il ne disait pas des choses positives sur la France et tout.
Et en fait, quand je parlais avec lui, il me dit tout ce que tu vas faire, si tu vas finir en agent de sécurité dehors, etc. Et en fait, j'avais trouvé ça très bizarre. En fait. Et quand j'ai commencé à regarder, que ce soit à la télé, que ce soit au Parlement, que ce soit dans la société, c'est vrai que je voyais pas forcément. T'étais choqué par ça? J'étais choqué. J'étais choqué parce que venu du milieu anglo-saxon, en fait, on voit tout à la télé. On voit les jeunes, on voit les gens venus de chez nous ou d'étrangers. En fait, je pense qu'on prend plus de risques dans les sociétés anglo-saxonnes. Donc, on va voir, par exemple, quelqu'un de 13 ans qui va animer une émission de télé, par exemple. Okay. Moi, je vois pas vraiment ça ici. On a grandi avec les gens comme Webster, Tony Webster ou Arnold, de Defense Force. Oui, on voyait ces petits jeunes, les stars, Bill Cosby, dans les Cosby Show, etc. Il y avait toujours des jeunes qui poussaient, en fait. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à regarder la télé ici, il me dit, ouais, regarde la télé, tu vas savoir les noirs. Regarde. Et j'ai commencé à regarder. Effectivement. Regarde le Parlement, et ça m'a un peu choqué, mais je me suis dit que, voilà, je vais pas me rendre à ça, en fait. J'y crois, je crois en moi. Et voilà, je suis là depuis et je pense que ça va. Moi, il y a la série Scam qui est norvégienne, mais qui a été adaptée en France, que j'ai regardée et que je trouve intéressante, qui est une série française qui parle de la jeunesse, que j'aurais aimé avoir parce qu'il parle de toutes les orientations sexuelles, il parle... Enfin, il y a eu une saison qui était sur l'islam, un autre sur l'homosexualité. Là, la dernière saison, il parlait du VIH et de la précarité. Enfin, ils ont une vraie volonté d'être inclusifs et donc en fait c'est pas une série originale française. Alors je sais moi je regarde pas cette série Plus belle la vie, mais à ce qui paraît il y a des efforts d'inclusion. Par exemple il y a un personnage trans. Quand j'allais à la fac en France et je disais à mes camarades que je regardais Plus belle la vie, ils se moquaient. Je regarde Plus belle la vie. Quand moi j'étais adolescente, je pense que je regardais beaucoup. Je sais pas si ça existait en France aussi, tu me dis, mais Skins, The In-Betweeners. C'était assez révolutionnaire, je pense, de la même manière que Sex and the City était pour les femmes. C'était même si complètement irréel, Sex and the City, personne n'habite dans un tel appartement à Manhattan comme ça, mais le fait de parler de quelque chose qui était avant un peu tabou. Donc si dans The In-Betweeners, par exemple, on parle énormément des envies des jeunes ados mecs et ce qui se passe dans leur tête, un peu des jeunes mecs, des jeunes filles, et Skins aussi, de la drogue, et pas en mode scandale, mais ça fait partie de la vie d'un jeune ado de 15-17 ans, et quoi. Et c'était choquant, mais de manière bien. C'était C'était révolutionnaire. C'est vrai que moi Skins, ça m'a beaucoup marqué. Alors quand j'ai regardé, j'étais plus du tout la cible, j'étais jeune adulte, mais je me suis dit waouh, c'est génial, j'aurais adoré avoir une série comme ça qui parle effectivement de la drogue, de la sexualité, et j'ai trouvé ça chouette. Et actuellement, la série que je trouve vraiment géniale, parce que là par rapport à Skins, je trouve qu'ils vont un petit peu plus loin, c'est Sex Education sur Netflix, que je trouve vraiment super bien écrite, très inclusive. Je trouve très bon exemple. Je trouve que c'est une super série pour la jeunesse. Moi, quand j'ai grandi en Jamaïque, on avait beaucoup de séries américaines, en fait. Comme je disais tout à l'heure, il y avait Facts of Life, par exemple. Il y avait Different Strokes. Je pense qu'en français, c'est Willie Arnold. Mais dans toutes ces séries, en fait, c'était des familles américaines où il y avait des jeunes
qui faisaient des bêtises ou qui étaient introduits dans des milieux un peu qu'il fallait pas, ou que ça soit de la drogue, que ça soit... Non, pas important, en fait. Et il y avait toujours un message, en fait. Il y avait toujours un message à la fin de chaque épisode. Côté moral. Voilà, Ouais. exact. Et il y avait aussi Rags to Riches, qui était mon préféré. Ah oui. Oui, c'était des petites jeunes filles orphelines, c'est ça. Ouais. Et, mais elles étaient confrontées à toutes sortes de situations. Et on apprenait, en fait, en tant que jeune, on apprenait que voilà, il faut pas aller parler avec des gens qu'on connaît pas, il faut pas accepter des cadeaux des gens, etc. Donc, mais c'est vrai que j'ai du mal à placer, mis à part Plus belle la vie, j'ai du mal à placer les séries en France. C'est pas pour dénigrer la France. S'il n'y a pas de représentation, de vraie représentation de la jeunesse à la télé, il y a tout un public, une tranche d'âge qui pense que la jeunesse, c'est enquête exclusive, été au show en banlieue de Marseille. Alors que les bonnes représentations, ça existe, mais ça, c'est sur Twitch, c'est sur TikTok, c'est le digital, Instagram, le digital ou Netflix. Mais c'est ça, en fait. Pourquoi les jeunes ne regardent plus la télé? Quelle jeunesse regarde la télé? Je pense que, par exemple, alors moi, je regarde pas, mais c'est peut-être hyper cliché ce que je veux dire, mais je pense que c'est peut-être une jeunesse moins privilégiée qui va regarder les émissions de télé-réalité. Et que c'est une autre jeunesse qui va aller sur les autres plateformes et voir être au contact de ces contenus comme sur Netflix ou OCS. Donc est-ce que c'est pas un cercle vicieux? Ça veut dire que les médias, si on parle uniquement de la télé, les médias, comme ils savent que les jeunes ne regardent pas, ça sert à rien de produire du contenu qui va les intéresser. Ça les intéresse, il n'y a rien qui les intéresse à la télé, du coup ils ne regardent pas. C'est là où pour moi c'est vraiment politique, c'est que la télé, c'est gratuit. Netflix, OCS, ce sont des abonnements. Si tu es issu d'un milieu populaire, un abonnement de 10 € pour certaines familles, c'est beaucoup. Donc en fait, cette jeunesse-là n'a pas accès à du contenu où ils pourraient se sentir plus représentés ou en tout cas, ils auraient accès à des thématiques abordées différemment, de manière moins stéréotypée. Donc en fait, cette jeunesse-là, on les confine à la télévision parce que c'est gratuit et avec un certain type de contenu qui ne les élève pas intellectuellement. Enfin, peut-être que je suis trop politisée, mais moi c'est vraiment c'est là où je me dis qu'en fait les médias ils participent vraiment à la reproduction sociale d'une certaine manière. Et si on parle des chaînes publiques en France, elles ne sont pas au rendez-vous. Donc je suis contente qu'il existe des séries comme Plus belle la vie, même si je les regarde pas, qui essaie au moins de s'inscrire dans plus d'inclusivité, plus de diversité. Mais après, il y a ce truc de cette image, cette étiquette que Plus belle la vie, c'est has-been ou c'est pas assez fancy, quoi, à revendiquer quand on est jeune. Les gens, ils acceptent ça, en fait. Je sais qu'en Angleterre, par exemple, souvent les gens critiquent la BBC parce qu'ils ont fait ci ou ils ont fait ça, mais c'est la tollée parfois. Alors qu'ici, c'est comme si tout le monde accepte, voilà, c'est comme ça. Les mastodontes des médias, soit on accepte ce qu'ils font. S'il n'y a pas assez de lois, ils vont se plaindre. S'il y a trop de sexe ou trop de drogue ou pas assez de sport. On va pas se plaindre, on va écrire une lettre. Oui, c'est ça en fait. C'est comme des lobbies. Mais leur voix va être entendue pour dire que voilà, c'est pas assez en fait. Vous faites pas assez avec l'argent public. Donc je te rejoins en fait. Vraiment que c'est politisé en fait, mais c'est une question à soulever. Oui, moi ça fait 10 ans que je travaille dans la publicité, donc j'essaie de changer des choses comme je peux à mon niveau, mais je suis quand même confrontée à des personnes qui sont très fermées et qui sont issues d'un milieu social très élevé. Il y a de l'entre-soi et qui n'ont pas de volonté de changer les récits. Ils sont nés dans le privilège, j'imagine. Voilà, ils sont dans les privilèges et à la télé, tout ça, c'est toujours quand même les mêmes trajectoires, les mêmes parcours, les mêmes personnes qui sont décisionnaires. Donc moi, c'est pour ça que j'ai créé Pampan Média en voulant représenter,
apporter plus de diversité aux jeunes filles, parce que je voyais bien qu'en étant de l'intérieur, c'était difficile de faire bouger les choses. Mais moi, je pense que ça va vraiment... C'est vrai qu'il y a beaucoup de voix qui s'élèvent et beaucoup d'initiatives qui se créent, et que ça va changer en France, et que on est très inspiré par toutes ces créations anglophones. Moi, par exemple, la série I May Destroy You de Michaela Cole, qui parle du viol, tout ça, enfin, je trouve ça hyper intéressant. Euphoria, bon, il parle de la drogue, même si je trouve que c'est un peu too much, un peu hard et tout, mais je trouve qu'il se passe des choses, qu'il y a vraiment une volonté de traiter des sujets plus ancrés dans le réel, des pays anglo-saxons, et que justement la jeunesse, comme elle n'est plus que sur la télé, elle est très digitale, elle ne pourra jamais continuer à entretenir un monde qui véhicule des images stéréotypées, qui aborde tel sujet de telle manière. Ça va plus marcher, en fait. Je pense que ça va commencer à coincer. Mais je sais pas si vous avez regardé... moi, là, la semaine dernière, j'ai lancé l'adaptation 2021 de Gossip Girl. Non, j'ai pas encore vu ça. Et en fait, dedans, justement, pour rebondir sur la conscience de l'image, de la manipulation des images et tout, dans le reboot de Gossip Girl, c'est vraiment très présent, parce que le personnage principal, Julienne, elle est influenceuse. Donc elle est sur Instagram, et elle a deux de ses copines qui gèrent son image, donc qui lui dit non, mais là il faut qu'on publie tel contenu parce que t'es en train de perdre des followers, tout ça, et donc ils le mettent vachement en avant. Moi, quand je pense notamment à Instagram, et enfin tout est tellement dans le visuel. C'est ça qui me fait inquiéter un peu, et moins dans le message derrière le contenu éditorial ou verbal ou peu importe. Mais c'est tellement dans le visuel et les filtres que pour une jeune fille, par exemple, mais jamais tu vois les influenceuses, si t'en as quelques-unes, mais avec des formes par exemple, ou avec des boutons. Tout est tellement flûté, tellement parfaite que c'est pas ça la représentation. Mais c'est vrai que ça, moi aussi, ça fait peur, parce que du coup, elles ont un corps standardisé. Elles parlent toutes, j'ai fait refaire mes fesses, mes trucs, et donc du coup, t'es une jeune fille, tu vois ça. Tu te dis, alors c'est ça le modèle de beauté, et ça peut créer vraiment des problèmes avec son corps. Mais nous, c'est horrible à dire, mais c'est vrai, on a des garçons, toi et moi. Ce sera moins difficile pour eux que pour les filles. Même moi, je regarde, il y a tout le temps des profils, des gens bien foutus, qui sont sur mon compte. C'est vrai, ça. Et tu te sens, là, il fait beau, il faut que j'aille à la salle de sport et tout. Il y a la pression pour les garçons aussi. Non, c'est vrai. Ouais, j'étais en train de réfléchir, les garçons, comment ils sont représentés les jeunes garçons dans les séries. Est-ce que ce sont vraiment des jeunes garçons? Parce que souvent dans les séries, les comédiens en 10 ans de plus. Oui, mais comme t'es jeune, tu les regardes, ils sont censés... Ils sont censés, mais tout le monde sait. Par exemple, dans le Gossip Girl original, elle était censée d'avoir 17, 18 ans, un truc comme ça, voire plus jeune. Au lycée, Elle avait 27, 26, j'exagère, c'est pas vraiment une bonne représentation de ce que c'est un ado. Oui. Mais malheureusement, je suis pas sûre, quand t'es ado, t'as le temps de te dire, tu t'identifies à un personnage. Et du coup, je me dis, est-ce que t'as le temps de cheminer dans ce sens-là? Je pense que c'est un peu difficile. Après, je trouve qu'il y a quand même des séries qui éveillent vraiment sur des thématiques qui sont importantes. Par exemple, je sais pas si vous avez regardé 13 Reasons Why, qui aborde tout ce qui est harcèlement scolaire. En fait, il y a une jeune fille qui va se suicider, mais elle va laisser des cassettes derrière elle. Et chaque cassette, c'est un personnage qui a participé à sa prise de décision. Et en fait, on découvre la psyché des uns et des autres. Et
Et on se rend compte comment, en fait, du harcèlement scolaire s'est mis en place et comment elle en est arrivée à ce drame-là. Et je trouve que ça, c'est vraiment des choses que les jeunes expérimentent vraiment, le harcèlement scolaire. Enfin, il n'y a pas que l'amour, la sexualité. C'est vrai qu'il y a aussi, il y a aussi ça. Et c'est des choses qui sont, je trouve, hyper précieuses à ces âges-là, quand on a nos premières expériences sexuelles. De savoir que tu peux dire non, en fait, c'est pas parce que vous vous embrassez, peut-être qu'il y aura des préliminaires et tout, que en fait tu t'es obligé d'accepter la pénétration. Et puis la sexualité, c'est pas que la pénétration et tout. Et je trouve qu'il y a dans certaines séries, comment elles sont écrites, il y a vraiment cette volonté de montrer qu'il y a d'autres chemins, quoi. Et moi, je trouve ça ça me fascine, quoi. C'est aussi important pour les mecs que pour les jeunes filles. Hein. Oui, aussi. Oui. Pour moi, c'est hyper important que mon fils comprenne que faut pas violer, le consentement, tout ça, mais c'est pas tous les parents qui font ce job-là. C'est pas tous les parents qui se déconstruisent, parce que disons-le, à un moment donné, il faut se déconstruire si on veut que les choses changent. Et donc que dans ces séries-là, les auteurs aient une volonté de déconstruire et tout, je trouve ça hyper important, en fait. J'aimerais voir en rôle principal des femmes avec des formes, par exemple, qui sont pas accessoires, ou le fait qu'elles ont des formes soit et après elle est devenue mince. Il y a une super série Shrill, je sais pas si tu connais, où la personnage principale, c'est une femme ronde et c'est vraiment complètement anecdotique. Elle, son rêve, c'est d'être journaliste et on la suit. Shrill. C'est anglophone. Oui, c'est anglophone, ouais. Trop cool. Ok, c'est ça que je veux voir, mais en France. Parce qu'en France, surtout, on connaît, et à Paris, le cliché de la femme, la belle femme, elle est toute maigre, elle est brune, elle est blanche, elle a, comment dire, la peau légèrement bronzée de ses jours en Saint-Tropez, mais pas trop. Elle fume sa clope comme ça. Le cliché, ça m'ennuie maintenant, en fait. Ça m'intéresse pas trop. Moi, je sais que par exemple, j'aimerais beaucoup qu'il y ait des histoires de familles noires autres que issues d'un quartier populaire. Il y a la drogue et puis il y a un mariage forcé, il y a de l'islam. Moi, ça me parle pas. Enfin, je suis catho, j'ai pas du tout grandi dans un quartier populaire. Enfin, en fait, j'aimerais bien que les gens puissent voir que on est pluriel, en fait, que tout comme il n'y a pas un modèle blanc. Il n'y a pas un modèle noir, il n'y a pas un modèle arabe, il n'y a pas un modèle asiatique, il n'y a pas un modèle de femme, il n'y a pas un modèle d'homme, que on est pluriel et que, en fait, il faut montrer toute cette palette d'histoires. C'est ça qui est intéressant, en fait. Oui, c'est ça qui est enrichissant. Enrichissant, Mais en même temps, j'ai de l'espoir parce que je vois une énergie, une force avec la digitalisation, la mondialisation du monde. Et ça m'encourage. Avec un petit garçon, maintenant, je me dis non, mais c'est ok. Les choses peuvent être positives. Ça tourne dans le bon sens, j'espère, grâce à les générations qui arrivent là. Oui. Et c'est pour nous qui voyons ça un peu plus clair, je pense qu'on a un rôle à jouer en fait pour que ça soit réalisé en fait. Je sais pas ce que ça va être, mais c'est vrai que, comme j'ai dit en fait, je crois beaucoup au labier. Il faut vraiment forcer les choses. Et voilà, en fait, je pense que c'est important pour la suite. En tout cas, c'était super. C'était trop cool. Ouais, c'était chouette. Ouais. Merci. Et merci beaucoup.